Smart Bourse vous est présenté par MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien. Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et la grande édition du soir à partir de 18h30, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant 1 heure. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la santé de Donald Trump qui reste le focus de court terme pour les investisseurs en ce début de semaine. Après une communication un peu confuse sur l'état de santé du président américain ce week-end, le marché attend que Donald Trump puisse peut-être retourner à la Maison-Blanche dès aujourd'hui sur fond de discussions budgétaires qui se poursuivent entre les démocrates de la Chambre et la Maison-Blanche. Nancy Pelosi, speaker des démocrates à la Chambre des représentants, signalait que l'hospitalisation de Donald Trump changeait la dynamique de ces discussions. Ça reste une source d'espoir et d'attention importante pour les investisseurs. On verra ce que nous réservent donc ces discussions sur un nouveau plan de relance budgétaire aux États-Unis après des chiffres d'emploi vendredi qui montrait quand même peut-être un essoufflement quand même de la dynamique de reprise du marché du travail. On en parlera d'ici une dizaine de minutes avec Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Le jour J, normalement pour le dossier Veolia-Suez, après les dernières propositions de Veolia au cours du week-end, le ministre Bruno Le Maire estime qu'un accord amical est possible dans les prochaines heures. En attendant, du côté de Suez, on reste ferme. La direction de Suez a rejeté les dernières propositions de Veolia qui s'engageait notamment à ne pas lancer d'OPA hostile sur le reste de la participation, sur le reste des actions Suez si jamais Veolia réussissait à acquérir le bloc d'environ 30% détenu par Engie. Le dossier continue donc avec peut-être une réponse dans les prochaines heures. Et puis comme chaque lundi à la mi-journée, le plan de trading de la semaine, c'est Romain Dobré qui nous accompagnera d'ici quelques minutes, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Début de semaine positif pour les actions européennes. On fait le point tout de suite. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 est toujours dans le vert à la mi-journée. L'indice parisien se maintient pour le moment au-dessus des 4850 points. Les autres indices européens se reprennent également, même si la tendance est moins marquée qu'à Paris. Les marchés nourrissant l'espoir d'un retour du président américain à la Maison-Blanche dès cet après-midi. Donald Trump, qui a déjà effectué une sortie hier en voiture, a en effet sous-entendu qu'il pourrait revenir plus tôt que prévu à la Maison-Blanche, alors que ses médecins espèrent une sortie définitive dès aujourd'hui de l'hôpital. Une annonce à prendre avec des pincettes alors que le médecin de la Maison-Blanche évoque, lui, un état initial de Donald Trump plus grave que ce qui avait été officiellement déclaré, ce qui viendrait expliquer pourquoi le président américain a été hospitalisé ce vendredi et placé sous stéroïdes et oxygène. L'annonce de sa contamination aura en revanche eu pour effet d'insuffler une nouvelle dynamique aux négociations sur le plan de relance aux États-Unis, selon la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Celle-ci a d'ailleurs déclaré hier sur la chaîne CBS qu'il y avait des progrès en la matière. Une perspective d'accord que le président américain a lui aussi appelé de ses vœux sur Twitter, demandant aux démocrates et aux républicains de travailler ensemble afin de parvenir à un accord avant le 3 novembre prochain. En Europe, l'activité dans le secteur des services fait état d'un ralentissement plus marqué que prévu. D'après l'Institut IHS Markit, l'indice PMI des services passe à 48 points après 50,5 points en août en zone euro. Si l'indice est supérieur à l'estimation qui en avait été initialement faite, il plombe cependant l'indice PMI composite pour la zone euro qui se maintient juste au-dessus de la zone de contraction à 50,4 points pour le mois de septembre. Un maintien dont ne bénéficie pas la France qui voit le PMI des services à 47,5 points, emporter le PMI composite avec lui qui tombe lui sous la barre des 50 pour le mois de septembre à 48,5 points. Une situation expliquée par la hausse des cas de Covid-19 qui ont contribué à un retournement de l'activité à la fin du troisième trimestre selon l'Institut d'études.
L'Allemagne, en revanche, se maintient en expansion économique. Le secteur des services ralentit mais reste à 50,6 points pour le mois de septembre, permettant au PMI Composite de gagner quelques dixièmes de points sur le mois pour monter à 54,7 points. Côté valeur, à présent, Engie doit aujourd'hui donner une réponse à Veolia en ce qui concerne son offre de rachat des 29,9% des parts de Suez. En gage de bonne foi, Veolia s'est engagé de manière inconditionnelle hier à ne pas réaliser d'OPA hostile sur le reste des parts et à soumettre une telle opération à un accord de Suez. Un communiqué que Suez a qualifié de trompeur tout en le publiant dans la foulée. Si Veolia estime de son côté avoir apporté la garantie souhaitée par Engie tout en acceptant également la demande de Suez d'étendre le périmètre des actifs cédés au fonds Meridiam pour y inclure également des actifs d'eau à l'international, Suez de son côté continue à trouver que le projet est hostile. Vivendi a de son côté fait savoir qu'il possédait 26,6% du capital de Lagardère et qu'il pourrait lancer une OPA sur Lagardère. Si le groupe nie avoir de telles ambitions pour le moment, il n'exclut pas non plus totalement de racheter les parts d'Amber Capital dans Lagardère, ce qui l'obligerait par la suite à lancer une OPA sur le solde. Solocal réalise une augmentation de capital de 336 millions d'euros, une opération qui lui permet de réduire son endettement de moitié. Le gestionnaire d'actifs Golden Tree devient ainsi le premier actionnaire du groupe avec 26% du capital. Et on finit avec Deutsche Börse, l'opérateur boursier allemand qui propose de faire passer le nombre de sociétés présentes au sein du DAX à 40 à présent, avec des conditions d'intégration plus strictes. Il souhaite également mettre en place des règles de gouvernance plus strictes à la suite du scandale Wirecard. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse, la mi-journée et le soir. À la mi-journée, les actions européennes progressent en attendant une ouverture dans le vert à Wall Street selon les indicateurs envoyés par les indices futurs américains. Que dire de ces marchés en ce début de semaine? C'est le plan de trading comme chaque lundi à la mi-journée avec les équipes de Bourse Direct et on retrouve Romain Daubry en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Force est de constater déjà que l'hospitalisation de Donald Trump survenue vendredi n'a pas créé énormément de remous sur le marché. Ça n'est pas un événement de marché en tant que tel a priori. Non, manifestement un événement technique. Ça a permis de déclencher un mouvement technique assez parfait. On avait évoqué un trading range qui reste donc pour cette semaine le même sur l'indice CAC 40, 4754 points en bas. On est descendu à 4752 points et demi. Donc autant dire que le niveau est bien respecté. Et pour remonter à 4864 points avec une extension à 68, on a vu 72,5 je crois vendredi. Voilà, on est en train de s'attaquer à ce niveau pour l'instant. Ça c'est peut-être intéressant. On y va doucement avec peu de volume, il faut le rappeler, vendredi, le mouvement s'est fait avec 2,6 milliards d'euros traités sur l'indice CAC 40 cash, donc c'est moins et inférieur d'un tiers au moins au volume moyen. Donc vraiment un non-événement de marché. Ouais, pour ce qui était quand même une grosse journée vendredi, on a eu le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, l'hospitalisation de Donald Trump face à sa positivité au Covid, ça n'a pas déclenché d'arbitrage massif de la part des investisseurs, qui sont restés plutôt calmes par rapport à cette situation. Extrêmement calme. En fait, on a ouvert bas et on est remonté tout doucement tout au long de la séance. Alors, on aurait pu espérer que ce soit un mouvement d'achat à bon compte ou quelque chose. Avec 2,6 milliards de volume, on ne peut pas vraiment considérer que c'est le cas. Quand on observe la position ouverte sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40 sur une semaine, donc par rapport à lundi soir, il y a 18 000 contrats futurs de moins. Ça porte la position globale à 241 000 contrats. Alors, on est vraiment dans un contexte où les investisseurs se mettent en retrait. Et alors qu'on est à 15 jours de la clôture des marchés dérivés, donc on pourrait imaginer un peu plus d'activité. Ce n'est pas vraiment le cas. Ça se passe plutôt en retrait. On sort un peu du marché, on déboucle des positions qui étaient à la faveur un peu des vendeurs, donc moins de pression baissière, ça c'est toujours le cas. On le constate un peu ce matin. On attaque le haut du trading range tout doucement avec des cibles et des extensions possibles à 4937, 4973 points. Enfin, on y va quand même très très doucement et sans volume, sans gros soutien. Pas beaucoup de changements. Peut-être un peu sur les secteurs, mais c'est pas énorme pour l'instant. Marché lent, assez peu d'intérêt en ce début de semaine. Pour une semaine qui ne sera pas une grande semaine quand on regarde l'agenda des événements ou l'agenda statistique. Alors pour les entreprises, il faudra attendre encore la semaine prochaine avant d'avoir les premiers grands résultats trimestriels des grands groupes américains. Pour le reste, c'est vrai que l'agenda de la semaine est pas très significatif, Romain. Non, probablement pas non plus. Déjà, on fait en l'absence des Chinois qui sont fermés toujours pour la fête nationale jusqu'à jeudi soir prochain.
Donc attention à la réouverture vendredi, mais pas grand-chose. Et du côté du calendrier, non. Alors il y aura cet après-midi les PMI des services aux États-Unis à 16h. Ça peut évidemment, c'est ce qu'on considère comme un indicateur avancé de l'activité, l'indice des directeurs d'achat. On va voir comment ça se comporte et si on arrive à rester en zone d'expansion légère. C'était un peu au-delà de 56, donc légère expansion. Il faut maintenir ça. Sinon, pas grand-chose non plus. Moi, je regarderais quand même mercredi soir je ne serai pas le seul, mais le compte-rendu du FOMC. C'est le compte-rendu de la dernière réunion, donc normalement, pas de surprise de la Fed, exactement. Pas de surprise normalement, mais on se souvient qu'à fin août dernier, quand le compte-rendu avait été publié, la lecture du détail avait provoqué un petit mouvement de crispation sur les marchés et le début d'un mouvement de baisse qui s'était déclenché. Alors, est-ce que c'était ça précisément qui avait déclenché toute la baisse? En tout cas, les observateurs vont être prudents à ce moment-là. Il y a toujours beaucoup de sensibilité des investisseurs sur la dynamique des politiques monétaires. C'est vrai que la dernière réunion de la Fed, c'était 15-16 septembre. Il y avait eu un peu de déception. Alors, Jérôme Powell nous dit que la Fed sera toujours là quand il le faut et ou que nécessaire. Mais en même temps, il nous dit on a déjà beaucoup fait, ça va être difficile d'en faire beaucoup plus. En tout cas, dans les instruments qu'on utilise, n'attendez pas de grandes nouveautés désormais. On a l'impression quand même que du point de vue des banques centrales, la Fed en premier, le moment des grandes actions, des grands coups d'éclat, est un peu passé. Bah oui, c'était quand même 3 fois, en 3 mois, on avait injecté l'équivalent de ce qu'on avait injecté en 10 ans précédemment. Oui, c'est ça, 3 000 milliards de dollars à peu près pour le gonflement du bilan de la Fed. Donc oui, des grands coups plus supérieur à celui-là, j'imagine pas, et je pense que le marché s'y attend pas non plus. En revanche, oui, il y a l'intervention de Jérôme Powell demain, qui doit prononcer un discours. On va le regarder aussi, bien évidemment, dans le calendrier de la semaine. Mais pas beaucoup de drivers non plus cette semaine de ce côté-là, effectivement, calendrier pas très chargé. Toujours les chiffres de l'emploi le jeudi après-midi, les chiffres hebdomadaires de l'emploi aux États-Unis, qui sont quand même un facteur important et qui est observé, évidemment, par les membres de la Fed aussi. Bon, la Fed, les banquiers centraux, en général, qui s'exprimeront tout au long de la semaine. Alors demain, vous l'avez signalé, Jérôme Powell, qui livrera quelques remarques à l'occasion d'une réunion. Philippe Lane, également chef économiste de la Banque Centrale Européenne, qui sera présent demain à cette réunion. Les minutes du FOMC, la dernière réunion de la Fed, ce sera mercredi. On aura le compte-rendu également de la dernière réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE ce jeudi. Les inscriptions hebdomadaires au chômage. Notez également la poursuite des discussions sans fin, interminables entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, avec la perspective d'un sommet européen la semaine prochaine à partir du 14 octobre. Le Brexit sera évidemment au menu de ce sommet européen. Si on regarde le marché un peu plus dans le détail avec vous, Romain, est-ce que la hiérarchie sectorielle a pu évoluer au cours des derniers jours? Il y a manifestement des frémissements. En tout cas, on constate que les secteurs vraiment forts, qui étaient la santé, les technos, sont des secteurs qui surperformaient et commencent à être un peu ce qu'on appelle topish, à bloquer un peu sur des points hauts. Ils sont moins surperformants, ils bloquent un peu, et la semaine dernière, ils ont légèrement sous-performé. Donc ça, c'est la petite nouveauté, alors que les secteurs du luxe se portent toujours bien et continuent à surperformer. Les secteurs de la construction aussi sont plutôt forts. Les énergies nouvelles, qu'on regarde régulièrement et qui se portent très bien aussi. Les utilities, l'automobile, et ça c'est un peu une surprise, mais il faut le voir de façon globale et européenne, le secteur automobile est un secteur qui surperforme en ce moment globalement. Alors évidemment, si vous regardez Renault ou Peugeot, c'est moins flagrant encore que Peugeot, mais c'est surtout les équipementiers automobiles et puis et donc ce secteur de façon un peu large qui donne des signaux de surperformance par rapport à son indice de base, par rapport au CAC 40. Il faut regarder le secteur automobile au sens européen du terme, c'est-à-dire notamment avec les constructeurs allemands, et puis au-delà des seuls constructeurs, il faut regarder aussi les équipementiers, mais ça fait 1 mois et plus maintenant que vous nous parlez de ce secteur automobile. Pour nous dire, alors il y a 1 mois, il va peut-être se passer des choses. Il y a un peu moins d'1 mois pour nous dire des choses sont en train de se mettre en place en regardant les équipementiers automobiles notamment. 1 mois après, vous confirmez qu'il se passe des choses dans ce secteur automobile. Il se passe des choses, voilà. Alors il faut prendre un peu de recul parce que la photographie et les valeurs individuellement donnent des signes trompeurs. Mais quand on regarde le secteur et un panier d'actions global sur l'Europe, oui, ça surperforme clairement l'indice parisien. Donc ça, c'est un des éléments qui bougent parmi les secteurs. On voit des frémissements aussi, et ça c'est un petit peu nouveau, du côté des télécoms et des médias, ce qui n'était pas le cas les semaines précédentes. On n'a pas encore de signaux forts et clairs, mais c'est assez intéressant à surveiller, et on le voit avec des titres comme Orange qui ont des comportements intéressants qu'on a proposé la semaine dernière d'ailleurs, ou des valeurs plus médias qui donnent aussi des signaux. Donc c'est des secteurs qu'on peut regarder, il y a des frémissements, et puis surprise aussi un petit peu, on l'attend, on le surveille de près, mais aussi sur le secteur bancaire, de façon timide. Oui. Alors là,
S'il se passe des choses sur le secteur bancaire, c'est que là, les choses sont en train d'évoluer. Non, mais qu'est-ce qui se passe sur le secteur bancaire, Romain? Parce qu'il y a une semaine de ça, le secteur bancaire en Europe était au plus bas historique. Hein. Exactement. Il est toujours pas très loin des plus bas. Ça stagne en partie basse, mais on a des tout petits signaux techniques, graphiques qu'on appelle pour les chartistes un swing failure, c'est-à-dire que l'indicateur RSI, donc qui est un indicateur de surachat, de survente, de force, indique que, alors que les prix ont formé de nouveaux plus bas, lui n'en forme plus et il y a un rebond ce matin. Alors ça se fait toujours dans des volumes assez ténus. Les faux départs sur le secteur, il y en a eu pas mal, mais on peut le surveiller aussi. Alors regardez, si quelque chose doit se produire, ce sera de ce côté-là et c'est peut-être pour ça qu'on arrive à attaquer la borne haute du trading range sur l'indice parisien, donc au-delà des 4864 points et en allant chercher des tout petits points au-dessus, supérieurs, vraiment séance après séance. Mais on s'accroche au haut du trading range. C'est peut-être de là où ça pourrait venir. C'est des enjeux de court terme aujourd'hui pour le secteur bancaire, très tactique, très court terme. On de parle trading. Là, on parle vraiment de trading. On ne parle pas de mouvement de fond. Les volumes sont anémiques. C'est juste des signaux graphiques techniques de très court terme. Mais on les surveille, surtout dans un marché où il ne se passe pas grand-chose. Ce genre de signaux-là, on a tendance à les regarder de plus près, évidemment. Ouais. Bon, marché toujours donc très technique au global. Il faut noter qu'on a commencé la semaine, alors comme la semaine passée, avec un gap à la hausse, là, un trou de cotation à la hausse ce matin pour le CAC 40, c'est ça, Romain? Oui, tout à fait. 4824,88 le pied du gap, 4842,26 le bas du gap ouvert aujourd'hui. Donc la zone de gap, c'est ça. C'est toujours important. Comme la semaine dernière, on a ouvert de la même façon. C'est plutôt un bon signe, l'ouverture d'un gap hebdomadaire. Ça donne aussi un élément technique important, c'est qu'il faut clôturer la semaine au-dessus, enfin, ou en tout cas conserver ce gap. Donc on peut aller le combler, ça c'est pas mal. Tant qu'on reste au-dessus, c'est plutôt bon signe, c'est signe de force. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. On a fini par le combler sur le CAC 40 cash, à la faveur de la mauvaise nouvelle de vendredi matin, mais on a rebondi dessus immédiatement, donc ça c'est plutôt un signe de force, c'est un élément technique et un pivot qu'on va regarder cette semaine, donc 4825 points sur le CAC 40 cash cette semaine, ça va être un élément technique intéressant. Alors à voir si c'est le même scénario que la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à accélérer de la semaine pour finir par combler le gap à la fin de la semaine suivante, donc on espère un peu mieux pour cette semaine-là et un mouvement qui sera un peu plus dynamique et pas exactement le même scénario, peut-être que cette fois-ci les values vont partir. Bon, c'est vrai que pour l'instant, force est de constater que la dynamique de marché est un peu plus lente, les intérêts sont un peu plus faibles en ce début de semaine avec un agenda statistique qui est relativement léger, light pour les prochains jours en attendant la séquence de publication de résultats trimestriels qui commencera à partir de la semaine prochaine. Comme chaque lundi, dans Smart Bourse, à la mi-journée, c'est Thomas Koster qui est avec nous par téléphone, économiste senior en charge de suivre les États-Unis pour Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue, Thomas. Donald Trump positif au Covid, est-ce que c'est un événement, alors un événement de marché, est-ce que c'est un événement pour l'avenir de la politique de santé publique aux États-Unis, est-ce que c'est un événement pour les discussions budgétaires en cours avec le Congrès dans l'optique d'un nouveau plan de relance, est-ce que c'est un événement qui peut changer la donne sur différents plans selon vous, Thomas? Alors c'est certainement un événement médiatique, mais il faut faire attention à tirer trop de conclusions. Hein. Pour l'instant, ce qui est sûr, ce qu'on sait, c'est que dans les sondages les plus récents, alors avant l'hospitalisation, mais après le premier débat, Trump continue de s'affaiblir dans ses sondages. On a vu ce week-end un sondage du Wall Street Journal qui montre Biden en tête de 14 points, un sondage Reuters qui le montre en tête de 10 points. Encore une fois, c'était avant l'hospitalisation, mais voilà, la performance au débat de la semaine dernière n'était pas, en tout cas ne s'est pas révélée dans les sondages. Deuxième point, c'est sûr qu'il y a comme une crainte du virus à Washington, une crainte qui a été clairement mise en exergue par le fait que le président l'ait attrapé, et du coup ça peut handicaper notamment le passage de ce fameux paquet fiscal. On sait notamment que le leader du Sénat a décidé d'ajourner les sessions du Sénat à plus tard. On sait qu'il y avait beaucoup de sénateurs qui étaient présents lors de la cérémonie pour la Cour suprême qui a eu lieu à la Maison-Blanche la semaine dernière. Et donc il y a quand même... donc à la fois le Sénat ne pourrait ne pas siéger pendant quelques jours. Deuxièmement, les négociations qui ont lieu et qui avaient lieu en physique entre notamment les démocrates et les républicains et la Maison-Blanche, forcément ça peut mettre un coup d'arrêt
préparer à ces discussions et donc à la perspective d'un nouveau paquet fiscal qui reste un énorme driver macro, mais aussi des marchés dans les prochains jours. Est-ce que vous diriez que les chances d'obtenir ce paquet fiscal, alors ça devient l'Arlésienne, on en parle toutes les semaines avec vous, Thomas, avant l'élection, est-ce que ces chances-là, elles ont un peu augmenté? Pas du tout. Comme vous le dites, Nancy Pelosi et sa contrepartie à la Maison-Blanche, Steven Mnuchin, se consultent régulièrement. Nancy Pelosi tient plutôt un discours qui permet de nous tenir en haleine d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Alors, je pense que la réponse, ça va être difficile avant les élections, franchement, même si moi je pense toujours qu'il peut y avoir une fenêtre après les élections, parce que les lignes bougent. On voit que l'équipe de Trump va de plus en plus en la direction des démocrates, notamment ils acceptent que dans ce paquet fiscal, il y ait de l'aide pour les villes, notamment qui sont tenues par les démocrates, parce que comme vous le savez, les républicains dénoncent dans ce paquet fiscal un fameux bail-out des villes démocrates. Donc c'est ça qui pose problème, non seulement donc la taille du programme, mais aussi les composantes. Donc je pense que entre les lignes, justement les lignes bougent et on peut s'acheminer vers un accord, même si la fenêtre de tir est assez ténue. Mais il peut se passer quelque chose, y compris avant la fin de l'année. Je rappelle que le Congrès continue à siéger après les élections. Donc c'est ce qu'on appelle la lame duck session, c'est-à-dire la session où le nouveau Congrès n'arrivera que en janvier. En général, c'est là où il se passe le plus de choses, parce qu'évidemment, il n'y a plus de contraintes politiques et c'est là où tout d'un coup, toutes les lois sont votées. Donc voilà, j'ai bon espoir. Mais en effet, pour l'instant, comme vous dites, c'est l'Arlésienne. Oui, effectivement, mais que ce soit avant ou juste après les élections, ça resterait un timing peut-être acceptable. Alors, notamment pour des Américains qui peut-être risquent de perdre un peu confiance, et on l'a rappelé souvent avec vous, la confiance, là, ça devient un élément clé. Avec une dynamique de l'emploi, alors je sais que les économistes nous disent qu'elle s'essouffle un petit peu, ce qui est quand même marquant dans les derniers chiffres d'emploi qu'on a vus, Thomas, c'est ce taux de chômage qui a atteint son pic à près de 15% au mois d'avril, je crois, aux États-Unis, qui est retombé en septembre sous les 8%, ce que personne n'imaginait il y a encore quelques mois. Alors voilà, mais je préférais regarder le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. C'est-à-dire qu'on était déjà pour la réélection de Trump, statistiquement parlant et historiquement parlant, quand le taux de chômage monte à ce point, et je rappelle qu'il était à moins de 4% avant le coronavirus, on était au complet plein emploi. Là, on est à 16,9%, qui pour les États-Unis reste très élevé, puisqu'en plus le taux de chômage, il y a beaucoup de chômeurs qui deviennent permanents. Donc il y a quand même un choc assez fort sur le marché de l'emploi. Je rappelle que donc quand ce taux de chômage augmente de cette façon-là, en général, c'est pas bon pour la réélection. On l'a vu avec Jimmy Carter, on l'a vu avec George Bush père au début des années 90. Donc là, statistiquement, c'est pas bon pour Trump. Maintenant, sur l'économie elle-même, moi, je continue de penser qu'il y a un essoufflement. On le voit dans plein d'indicateurs. On l'a vu notamment sur la création d'emplois. Je rappelle que la création d'emplois le mois dernier était moitié moindre que ce qu'on avait vu il y a 2 mois. Donc on a quand même un essoufflement des créations d'emplois. Et on le voit aussi dans les demandes, par exemple sur les ventes de pétrole. On le voit sur les demandes hebdomadaires au chômage. Mais on le voit aussi sur la consommation qui commence aussi à s'essouffler. Donc voilà, je pense qu'en effet, les mauvais signaux économiques vont commencer aussi à agir sur les membres du Congrès, quel que soit leur bord politique. Même si, en fait, quelque part, vous avez raison de mentionner le taux de chômage qui baisse, parce que c'est un peu le problème, puisque comme il baisse, il y a quand même certains membres du Congrès qui pensent qu'il y a une reprise en V et qui donc ne nécessitent pas davantage d'aide budgétaire. Donc, quelque part, c'est un peu cynique, mais il aurait fallu un rapport de l'emploi encore plus faible pour mettre tout le monde autour de la table. Ouais, c'est ça, ne pas se laisser aveugler par ce taux de chômage, même si c'est vrai que spectaculairement, il est redescendu sous les 8%, mais ça masque quand même des fragilités derrière, vous le dites, sur ce marché du travail américain. Est-ce qu'on y voit d'ailleurs un peu plus clair sur quel type de population, quel type d'emplois sont les plus menacés aujourd'hui de pertes structurelles, Thomas? Est-ce que ce sont les emplois les moins qualifiés? Est-ce qu'on retrouve aussi des problématiques d'emploi chez les plus qualifiés? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la crise du coronavirus a maintenant des conséquences structurelles. On voit que alors le secteur le plus affecté, c'est le secteur des loisirs et de ce qu'ils appellent hospitality, toute l'hôtellerie. Donc, hôtellerie, restauration, on est à des pertes d'emplois. On est à 25% d'emplois en moins
comparé au niveau pré-crise dans les activités de loisirs. Donc c'est très massif. Mais on voit, et je pense que c'est là où il faut s'inquiéter, en effet, dans d'autres catégories et d'autres secteurs, on voit aussi des pertes d'emplois qui deviennent structurelles. Alors sur les autres secteurs, on est plutôt autour de moins 4% par rapport au niveau pré-crise, mais ça reste beaucoup. Et en effet, on voit que dans de nombreux secteurs, les créations d'emplois s'essoufflent. Donc on a un hit assez structurel du coronavirus. Moi, ce qui m'inquiète le plus, comme vous le savez, c'est maintenant le risque de second tour sur l'investissement des entreprises. Parce qu'on a des entreprises qui deviennent défiantes et qui pourraient se mettre à couper dans leurs investissements. Or, on sait que l'investissement d'aujourd'hui, c'est la croissance de demain. Or, voilà, c'est ça qui est inquiétant pour moi, si les entreprises commençaient à vraiment couper dans les investissements. Pour l'instant, ça n'a pas été forcément le cas, mais ça pourrait l'être bientôt. En tout cas, les signaux ne sont pas bons dans ce sens-là. Un dernier mot, Thomas, pour parler des banquiers centraux, peut-être qui s'exprimeront cette semaine, Jérôme Powell demain, et puis on aura la publication des minutes du FOMC, la dernière réunion de la Fed, 15 et 16 septembre dernier, ce mercredi soir. Thomas, bon, ils se sont tellement exprimés ces derniers temps, les banquiers centraux, est-ce qu'on peut attendre des évolutions encore dans leur discours cette semaine ? Oui, je pense pas vraiment, malheureusement, parce que ce qu'on voit, c'est la Fed essaye de mettre l'accent sur le Congrès. Elle met la pression pour que le Congrès vote ce nouveau paquet fiscal. Elle-même rechigne à faire davantage de quantitative easing. Mais je pense que finalement la Fed finira par craquer, parce que la Fed, c'est finalement toujours le dernier recours, et la pression des investisseurs sera telle qu'elle finira par comme d'habitude, à rajouter aux achats d'actifs, et voilà, tout rentrera dans l'ordre. On est dans une phase de résistance par rapport à ça, mais voilà, il y aura une phase d'acceptation, et la Fed devrait, comme d'habitude, finir par remettre au pot. Donc je pense qu'en effet, on aura plus de QE dans les prochains mois, même si pour l'instant, elle le rejette. Bon, ce sont les réunions du mois de décembre qui vont être importantes, je crois, pour la Fed et pour la Banque Centrale Européenne. C'est là où il y a des attentes particulières de la part des watchers, les Fed watchers et les ECB watchers, qui nous prédisent effectivement que l'une et l'autre vont devoir remettre au pot à l'occasion de leur dernière réunion de l'année. La prochaine réunion de la Fed, ce sera juste au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Ce sera une séquence intéressante avec le vote le 3 et puis la réunion de la Fed 4 et 5 novembre prochain, qui se déroulera peut-être sans avoir le nom effectif du nouveau ou du prochain locataire de la Maison Blanche. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg avec nous par téléphone chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, économiste senior en charge de suivre les États-Unis pour Pictet Wealth Management à Genève. Les marchés américains en hausse, on attend une ouverture en hausse également pour Wall Street cet après-midi. Le Nasdaq Futur progresse actuellement de 1%. Nous on se retrouve à 18h30 en direct sur Bismart. C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.